On pense souvent le pouvoir en termes de ports, de pipelines, de bases militaires. Des choses très physiques, oui. Des choses bien visibles sur une carte. Mais aujourd'hui, une nouvelle infrastructure, beaucoup plus discrète, est en train de redessiner cette carte. Le data center. Ah oui. Nous avons entre les mains une analyse fascinante tirée d'un ouvrage de 2026, Data Centers, la nouvelle carte du pouvoir, qui se penche sur le cas du Maroc. L'idée centrale, c'est que ces hangars techniques, souvent anonymes, Qu'on ne voit jamais. sont devenus des carrefours de puissance géopolitique. Alors, essayons de déchiffrer ensemble ce qui se joue vraiment. Et ce qui est passionnant, c'est que l'analyse ne se contente pas de décrire. Elle pose une question stratégique fondamentale. Le Maroc, grâce à sa position, sa stabilité, son potentiel en énergie renouvelable, il attire massivement ses infrastructures. C'est un fait. Voilà. La question n'est plus de savoir s'il va en accueillir. C'est déjà le cas. La vraie question, c'est quel rôle il va jouer. Est-ce qu'il est en train de construire sa propre autoroute numérique ou juste, on va dire, le parking pour l'autoroute européenne? C'est une image très parlante. Notre objectif pour cette discussion, c'est donc de cartographier cette nouvelle géographie du pouvoir. On va regarder où ces data centers s'implantent et pourquoi là précisément. C'est le point de départ. On va s'intéresser à leur appétit féroce pour des ressources critiques, notamment l'énergie et l'eau. Et enfin, on va se demander à quoi ils servent réellement et surtout, pour qui. Commençons donc par la carte. La première chose qui saute aux yeux dans les documents, c'est que ces data centers, ils ne poussent pas n'importe où. Il y a une concentration massive dans une zone très précise du Maroc. Absolument. C'est presque une caricature. Tout se passe dans le nord du royaume, autour de l'axe Tétouan-Tanger, avec quelques autres pôles comme Ben Guerir. Et il y a 3 facteurs très concrets qui expliquent ce choix. D'accord? Le premier, c'est l'énergie. Un data center moderne est une machine électrique qui ne s'arrête jamais. Jamais. Son implantation suit donc la carte du réseau haute tension et la proximité des grands parcs solaires et éoliens. C'est logique, il faut le brancher. Quel est le deuxième facteur? La connectivité internationale, c'est le nerf de la guerre. Le détroit de Gibraltar n'est pas seulement un point de passage pour les bateaux. Non. C'est aussi là que se concentrent les câbles sous-marins à fibre optique qui relient l'Afrique à l'Europe. S'installer à proximité, c'est réduire la latence, c'est-à-dire le temps de réponse, avec les marchés européens. C'est crucial. Ah oui. L'analyse utilise un terme fort. Le détroit devient un choke point numérique, un goulot d'étranglement obligé pour les données. Et le troisième facteur est sans doute plus terre-à-terre. Le plus simple, oui. La disponibilité de grands terrains avec un statut juridique clair et sécurisé. Il faut de l'espace et il faut que les investisseurs soient rassurés sur le long terme. C'est la combinaison de ces 3 éléments. Énergie, câble, foncier, qui dessine cette géographie très, très concentrée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant que tout se concentre au nord pour des raisons techniques très claires, le discours public, lui, met énormément en avant un autre lieu, Dakhla, dans le sud. Oui, Dakhla, le futur hub numérique. Exactement. Et les sources semblent dire qu'il y a un décalage entre l'annonce et la réalité. C'est un point clé de l'analyse, tout à fait. Le projet de Dakhla relève plus de la vision géopolitique, du symbole, que de la faisabilité immédiate pour des data centers géants, surtout ceux dédiés à l'intelligence artificielle. Pourtant, le potentiel éolien là-bas est immense, non? Phénoménal, c'est un atout indéniable. Mais pour l'instant, les infrastructures pour transporter cette électricité et la connecter au monde via la fibre optique, elles sont pas au même niveau que dans le Nord. C'est donc, encore une fois, une question de latence. Exactement. La distance physique se traduit par des millisecondes de plus dans le temps de réponse vers l'Europe. Pour du streaming vidéo, c'est invisible. D'accord. Mais pour du calcul financier à haute fréquence ou de l'IA très réactive, c'est un handicap rédhibitoire. Le rôle de Dakhla, selon l'analyse, serait plus crédible pour des infrastructures spécialisées de taille moyenne qui serviraient des marchés régionaux ou ouest-africains. Donc il y a une confusion entre la vision et la réalité d'aujourd'hui. C'est ça, entre la vision à long terme, qui est légitime, et la réalité opérationnelle du moment. Cette géographie est donc dictée par la physique pure, les câbles, les centrales. Mais une fois qu'on a le bon terrain, il faut nourrir la bête. Et d'après les sources, son appétit est gargantuesque. C'est le mot. Surtout pour 2 ressources qui sont déjà sous tension au Maroc, l'électricité et, de manière plus surprenante, l'eau. L'analyse décrit un grand centre de calcul pour l'IA comme une entité qui peut consommer en continu autant d'électricité qu'une ville moyenne. Une ville moyenne, oui. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça pèse énormément sur un réseau national comme celui du Maroc, qui doit déjà gérer des pics de demande. Et ça force à des arbitrages qui sont souvent invisibles pour le public.
Quel genre d'arbitrage, Sam? Bah, est-ce qu'on alloue ce mégawatt à l'export de capacité de calcul, à une usine locale ou aux besoins des foyers? C'est une vraie question. Et même si l'énergie est renouvelable, ce qui est le grand atout du Maroc, ça ne règle pas tout. Non, car le soleil ne brille pas la nuit et le vent n'est pas constant. La disponibilité doit être permanente, ce qui pose toute la question du stockage de l'énergie, via des batteries géantes par exemple. Une technologie qui reste encore très coûteuse. Chaque mégawatt garanti et alloué à un data center est un mégawatt qui ne va pas ailleurs. C'est un choix. Et l'eau. L'eau. On imagine mal des serveurs informatiques avoir soif. Et pourtant, ils sont assoiffés. C'est vraiment l'angle mort du débat public. Pour faire simple, un processeur d'IA, surtout les plus récents, c'est comme un moteur de Formule 1. Ça dégage une chaleur phénoménale. D'accord. Et le moyen le plus efficace de le refroidir, ce n'est pas avec des ventilateurs, mais avec des circuits d'eau. Et on parle de quel volume? On parle de volumes très importants. Et ça, dans un pays comme le Maroc, qui est en situation de stress hydrique structurel, où chaque goutte d'eau compte, c'est une décision lourde de conséquences. Allouer des millions de mètres cubes d'eau, parfois de l'eau potable, au refroidissement de serveurs. C'est un arbitrage silencieux mais critique. Absolument. C'est de l'eau qui n'ira ni à l'agriculture, ni à la consommation des habitants. Donc si on résume, une géographie dictée par les infrastructures, une tension énorme sur l'électricité et sur l'eau, tout ça nous amène à la question centrale, si ces infrastructures coûtent si cher en ressources, à qui profitent-elles vraiment? Voilà. La question est posée crûment dans les sources, le Maroc est-il en train de devenir un hub africain ou une arrière-base pour l'Europe? La réponse de l'analyse est assez nette, en tout cas pour l'instant. La grande majorité des projets annoncés sont dimensionnés et pensés pour répondre à la demande européenne. Ah oui, L'Europe est confrontée à ses propres problèmes, le foncier est rare et cher, l'énergie coûte plus cher, la réglementation environnementale, et de plus en plus strict. voilà. Elle déporte donc une partie de sa puissance de calcul vers le Maroc, qui est juste à côté, politiquement stable et économiquement compétitif. Le Maroc devient, pour reprendre les termes de l'analyse, une extension fonctionnelle du cloud européen. C'est-à-dire que les plans d'affaires de ces data centers sont construits sur la base des clients européens. Essentiellement. Tout est optimisé pour la faible latence vers Madrid, Paris ou Francfort. La vision d'un hub qui servirait en priorité les entreprises et les marchés africains reste pour l'instant un objectif secondaire dans les projets concrets. D'accord. La demande africaine pour le calcul intensif n'est pas encore au même niveau. Et la connectivité vers le sud du continent n'est pas aussi développée. Ce qui nous amène directement à la question de la souveraineté. L'argument qu'on entend partout, c'est les données sont hébergées chez nous, sur notre sol, donc elles sont à nous. C'est simple, ça sonne bien. C'est simple, ça sonne bien, et d'après l'analyse, c'est en grande partie une illusion. La souveraineté ne réside pas dans le béton du bâtiment ou l'adresse physique des machines. Pas seulement, en tout cas. Elle se joue dans le contrôle des couches logicielles, des standards techniques, des cadres juridiques. Une illusion, c'est un mot fort, hein. Ce n'est pas un peu excessif, hein. Avoir un levier physique sur les serveurs, pouvoir débrancher la prise en cas de crise, ça compte quand même, non? Ça compte, mais c'est le plus petit des leviers. L'analyse est très claire. La souveraineté réelle est dans le code. Et ce code est contrôlé par une poignée d'acteurs mondiaux. Je parle des fameux GPU, ces puces graphiques surpuissantes, qui sont le moteur de l'IA ou des logiciels. Qu'on appelle les hyperviseurs. Attendez, il faut décrypter ça. Un hyperviseur, qu'est-ce que c'est en termes simples? Imaginez le data center comme un immense orchestre de milliers de serveurs. D'accord. L'hyperviseur, c'est le chef d'orchestre invisible. C'est le logiciel qui dit à chaque serveur quoi faire, quand le faire et comment le faire. Et ce chef d'orchestre, il n'est pas marocain, il est américain ou chinois. Donc, même si le bâtiment est à Tanger, le cerveau qui le commande est toujours à Palo Alto. C'est exactement ça. C'est pourquoi l'analyse suggère qu'une souveraineté totale est un mythe. Elle propose une approche plus pragmatique, celle des îlots de souveraineté. Des îlots de souveraineté? Oui, l'idée ce n'est pas de chercher à tout contrôler, mais de construire une forteresse numérique autour des données les plus vitales. Les dossiers médicaux des citoyens, les données de la défense nationale, le cadastre. Le trésor de données nationales, en fait. Voilà, on accepte que les données de streaming vidéo transitent via des acteurs globaux, mais on sanctuarise ce trésor. C'est fascinant. D'autant qu'un des points les plus surprenants soulevés est que cette multiplication de data centers peut, paradoxalement, faire exploser les coûts pour les entreprises locales. Ah oui, le grand paradoxe du multi-cloud. On pourrait penser que plus de concurrence ferait baisser les prix. Et en fait, ça peut être l'inverse.
Le concept derrière, c'est le FinOps, qui est en gros la discipline qui essaie de maîtriser la facture informatique. Quand une entreprise répartit ses applications sur plusieurs sites, chez plusieurs fournisseurs, ça crée une complexité énorme. Comment ça se traduit concrètement? Imaginez que vous ayez 3 abonnements à des salles de sport différentes. Une pour la muscu, une pour la piscine, une pour le yoga. Je vois. Vous avez le meilleur de chaque monde, mais vous payez 3 abonnements, le temps de transport. C'est pareil pour le cloud. Il y a des coûts de transfert de données entre les fournisseurs qui peuvent être exorbitants. Il faut dupliquer les systèmes de sécurité. Il faut gérer plusieurs contrats. Sans une gouvernance financière très stricte, la facture peut très vite devenir incontrôlable. Face à ce tableau géographique contrainte, tension sur les ressources, souveraineté limitée, coûts complexes, les sources appellent le Maroc à passer d'une logique d'accueil un peu opportuniste à une véritable carte stratégique du numérique. En gros, passer du statut de constructeur à celui d'architecte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire 3 choses. D'abord, hiérarchiser les territoires et leur donner une vocation. Le Nord pour le calcul intensif, tourné vers l'Europe, les zones proches des grandes villes pour les services nationaux. Ne pas tout mettre au même endroit pour les mêmes raisons. Exactement. Ensuite, arbitrer les usages. C'est le plus difficile. Ça veut dire avoir le courage de dire oui à certains projets, mais peut-être non à d'autres qui sont trop gourmands en eau ou en énergie pour la valeur ajoutée qu'ils créent localement. Imposer des conditions? Ou imposer des conditions très strictes. Voilà. Enfin, le 3e pilier, c'est une gouvernance coordonnée. Il faut que les ministères de l'énergie, de l'eau, des télécoms, de l'industrie se parlent et aient une vision commune. Choisir sa place plutôt que de la subir. C'est ça. Choisir activement sa place dans la géopolitique du numérique. Et alors que tous ces enjeux sont déjà d'une complexité folle, l'auteur nous projette encore plus loin vers les data centers quantiques. On a l'impression que la prochaine révolution est déjà là. C'est la prochaine frontière et c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Le calcul quantique ne va pas remplacer le calcul classique. Ah non, Non. Il va le compléter pour résoudre des problèmes très spécifiques qui sont aujourd'hui impossibles à traiter. L'optimisation de systèmes très complexes, la découverte de nouveaux médicaments. Et les contraintes sont les mêmes? Encore plus d'énergie et d'eau? Pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Les contraintes sont radicalement différentes. Moins de consommation électrique globale, mais des exigences extrêmes en stabilité, en refroidissement proche du zéro absolu, et surtout, Surtout, une exigence en environnement scientifique de très haut niveau. Le quantique ne se déploiera pas là où l'énergie est la moins chère, mais là où la densité de talents physiciens, mathématiciens, informaticiens est la plus forte. donc pour le Maroc, l'enjeu n'est pas de construire des usines quantiques demain matin. Non? L'enjeu, c'est d'investir massivement dès aujourd'hui dans les compétences humaines, dans les formations d'excellence, pour être un territoire prêt à adopter ces technologies quand elles seront matures. L'analyse parle d'une course de lucidité, pas d'une course de masse. Avoir les cerveaux capables de s'en servir. C'est ça. En conclusion, si on essaye de synthétiser, ce que cette analyse révèle, c'est que le Maroc a déjà fait un choix silencieux, celui de devenir une terre d'accueil et de transit pour la géopolitique mondiale du numérique. Tout à fait. C'est un positionnement logique qui s'inscrit dans son histoire de carrefour et qui attire des investissements. C'est un choix fait. C'est un choix fait, et il a sa logique. Mais ce choix a une contrepartie puissante. Accueillir la puissance technique sans en maîtriser les usages, c'est accepter une forme de souveraineté déléguée. Les données transitent, les modèles d'IA s'entraînent sur le sol marocain, mais la création de valeur et les décisions stratégiques restent ailleurs. Donc la question n'est plus de savoir si le Maroc sera un hub. Non, mais quel type de hub il veut être? Et la transition clé, d'après les sources, serait de passer de l'accumulation à la sélection. Précisément. Passer d'une stratégie qui vise à avoir toujours plus de data centers à une stratégie de sélection qui décide ce qui est critique, ce qui doit rester sous maîtrise nationale et ce qui peut être délégué. C'est un changement de mentalité fondamental. Et cela nous laisse avec une dernière réflexion qui dépasse le seul cas du Maroc. La géopolitique numérique de demain se jouit de plus en plus dans les choix que font les puissances intermédiaires comme lui. Absolument. Alors que ces infrastructures deviennent aussi vitales que les réseaux d'eau ou d'électricité, comment un pays s'assure-t-il que le fait d'héberger les données du monde ne se fasse pas au détriment de ses propres ressources et de son autonomie stratégique? C'est toute la question. Le véritable défi n'est pas de devenir un simple nœud central qui pourrait être demain remplaçable, mais de devenir un véritable centre de gravité.